Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène continentale, sur la scène africaine. Durant les derniers jours, très vite, si je puis dire, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain, et bien sûr par la 152e session du Conseil de la Ligue arabe qui a débuté mardi au niveau ministériel sous la présidence de l'Irak, succédant à la Somalie. En fait, bien sûr, cette édition du Conseil de la Ligue arabe, bien sûr, a discuté des questions qui touchent la scène africaine, comme bien sûr la Libye. En fait, l'ordre du jour comprend plusieurs questions principales dans la cause palestinienne, le conflit israélo-arabe, le soutien du budget de la Palestine, le rapport sur les recommandations de la conférence des superviseurs sur les affaires des Palestiniens dans les pays arabes hôtes de la session 102, ainsi qu'un rapport sur les travaux du bureau principal régional de boycott d'Israël. Donc, un commentaire de Marwa Arafa et Chérif Boussela. La 152e session du Conseil de la Ligue arabe a débuté mardi au niveau ministériel sous la présidence de l'Irak succédant à la Somalie. L'ordre du jour comprend plusieurs questions principales dont la cause palestinienne, le conflit israélo-arabe, le soutien du budget de la Palestine et le rapport sur les recommandations de la conférence des superviseurs sur les affaires des Palestiniens dans les pays arabes hôtes de la session 102. Ainsi qu'un rapport sur les travaux des bureaux principaux et régionaux de boycott d'Israël. La sécurité hydrique arabe et le vol par Israël des eaux des pays arabes occupés et le Golan arabe syrien occupé s'inscrivaient également à l'ordre du jour de la session. La session porte sur autres questions dont la solidarité avec le Liban et la situation en Syrie, en Libye et au Yémen et l'occupation par l'Iran des 3 îles arabes émiraties dans le Golfe arabe. Elle porte aussi sur l'adoption d'une position unifiée envers la violation par les forces turques de la souveraineté irakienne et le soutien de la paix et du développement au Soudan, ainsi que d'autres questions. Les interventions iraniennes dans les affaires internes des pays arabes, la sécurité de la navigation dans le Golfe arabique et les dangers que représente l'armement d'Israël pour la sécurité nationale arabe et la paix internationale sont également abordés. D'autre part, on trouve que l'Égypte a exigé un règlement politique global à la poudrière libyenne. Avec plus de précision, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que le contenu du texte officiel du discours de l'Égypte est déposé auprès de la Ligue arabe, incluait les développements récents, les défis qui pèsent sur la région arabe tout entière et les tensions sans précédent dans la région du Golfe, et ceci sur fond de menaces à la navigation au détroit d'Ormuz et le Golfe Persique. De même, il a évoqué l'impasse dans laquelle se trouve la cause palestinienne, l'impossibilité de parvenir au règlement souhaité. M. Chokri a en outre mis en exergue la nécessité de parvenir à un règlement politique global en Libye et unifier toutes les institutions nationales en mettant fin à l'état de chaos que provoquent les milices armées. D'autre part, on trouve que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Chokri, est arrivé lundi dans la capitale soudanaise Khartoum dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a eu plusieurs entretiens importants avec les hauts responsables soudanais. En fait, l'Égypte aspire à renforcer davantage ses relations historiques et éternelles avec le Soudan, s'intéresse notamment à appuyer le peuple soudanais frère pour réaliser ses aspirations. C'est ce qu'a souligné Chokri au terme de ses entretiens bilatéraux avec son homologue soudanaise Asma Abdallah. M. Chokri a également félicité le Soudan, gouvernement, peuple, pour avoir retrouvé la stabilité et pour avoir parchevé l'établissement des institutions de l'État, ce qui est dans l'intérêt du peuple. L'Égypte a à plusieurs reprises affirmé l'importance de l'indépendance de la décision soudanaise, de sorte à respecter les choix du peuple pendant la période de transition. C'est ce qu'a indiqué M. Chokri.
Et le ministre de souligner, je cite, dans ce contexte des relations historiques qui ont éternellement lié les deux peuples, l'Égypte a tenu à coordonner avec tous ses partenaires régionaux et internationaux afin de réaliser la stabilité au Soudan, relancer le processus de transformation démocratique auquel aspire le peuple frère. Les entretiens entre les deux ministres ont notamment porté sur la poursuite de la coopération et la coordination entre l'Égypte et le Soudan dans différents domaines d'intérêt commun. De son côté, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a mis l'accent sur l'intérêt de son gouvernement visant à approfondir les relations avec l'Égypte. Le chef du gouvernement soudanais a également ajouté lors d'une conférence de presse que la visite du ministre égyptien était la première de façon officielle pour un chef de la diplomatie après que le nouveau gouvernement de transition a prêté serment. Le ministre égyptien du pétrole et des richesses minérales, M. Tariq El-Molla, a examiné avec le ministre djiboutien de l'énergie et des ressources naturelles, M. Ali Guidi, la coopération bilatérale, notamment dans le transfert d'expertise et la réalisation de nouveaux projets communs gaziers logistiques à Djibouti. Toujours les détails avec Chiv Boussila et Marwan Arfa. Le ministre égyptien du pétrole et des richesses minérales, Tariq El-Molla, a examiné avec le ministre djiboutien de l'énergie et des ressources naturelles, M. Ali Ghedi, la coopération bilatérale notamment dans le transfert d'expertise et la réalisation de nouveaux projets communs gaziers et logistiques à Djibouti. M. El-Molla a affirmé dans un communiqué que la coopération avec Djibouti s'inscrivait dans le cadre de l'orientation de l'État égyptien à consolider les relations économique avec les pays africains dans les domaines pétroliers et gaziers, mettant en exergue le soutien du président Abdel Fattah el-Sisi à la participation de l'Égypte au projet de développement dans le continent noir pour aider les pays africains à tirer profit de leurs ressources naturelles et en mettant l'expertise égyptienne à leur disposition. M. El-Molla a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour développer le secteur des richesses minérales, dont l'amendement récemment de la loi connexe afin d'optimiser la valeur ajoutée des richesses métallurgiques. Il a ajouté que Djibouti avait sollicité l'expertise égyptienne dans l'industrie pétrolière et gazière et dans la formation des cadres et qu'il avait été convenu qu'une délégation égyptienne se ronde prochainement à Djibouti pour explorer les chances de coopération dans de nouveaux projets. Pour sa part, le ministre djiboutien de l'énergie a fait savoir que son pays souhaitait moderniser son infrastructure pétrolière et gazière à la lumière du projet de gazoduc avec l'Éthiopie qu'il prévoit d'établir. Il a aussi évoqué le projet de construction d'une usine de liquéfaction du gaz destinée à l'exportation avec des investissements chinois, outre l'établissement d'une zone logistique de port de dépôt de manière à tirer parti de l'emplacement géographique de choix de Djibouti dans le Corne de l'Afrique. Passons donc très vite à un autre reportage qui va jeter la lumière sur les préparatifs en cours pour le sommet Russie-Afrique qui va être bien sûr tenu en octobre prochain. L'ambassadeur d'Égypte à Moscou, Ihab Nasr, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, ont présidé une séance d'information pour les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques africaines accréditées à Moscou, indique l'agence Sputnik. La séance a porté sur les préparatifs du sommet Russie-Afrique prévu à Sochi à partir du 24 octobre prochain sous la coprésidence des présidents Abdel Fattah el-Sisi et Vladimir Poutine, ainsi que sur les arrangements pour le forum économique prévu en marge du sommet les 23 et 24 octobre 2019, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Égypte a jugé important de coordonner les efforts pour faire réussir ce sommet inédit, saluant l'essor réalisé dans les relations russo-africaines ces dernières années.
Le sommet Russie-Afrique de Sotchi est l'un des rendez-vous importants sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Donc le sujet qu'on a aujourd'hui pour être discuté, c'est les relations entre l'Égypte et le Soudan à la lumière des dernières évolutions qui ont touché la scène soudanaise pendant les derniers mois. Et bien sûr, j'ai en ligne de l'antenne internationale M. Raouf Ghafar, qui est un analyste politique. M. Raouf Ghafar, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Plus ou moins, oui. Oui. Donc, ma première question porte sur cette déclaration très importante faite par le ministre égyptien des Affaires étrangères qui a déclaré lundi que le Caire œuvrait au retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Et en même temps, on trouve que le ministère égyptien des Affaires étrangères a dit que cette visite représente une inauguration d'un nouveau départ dans les relations entre l'Égypte et le Soudan. Votre commentaire, monsieur? Premièrement, le Soudan et l'Égypte, nous étions un seul pays jusqu'à très récemment. C'est-à-dire juste les années 50, nous étions un seul pays. Donc, les relations entre les deux pays, pratiquement c'était un pays. Et quoi que ce soit les conditions, les circonstances du Soudan, l'Égypte est toujours là pour le Soudan. Donc, c'est pas une affaire simplement de sécurité nationale, etc., extension de frontières. C'est un seul pays. Donc, le régime change, nous sommes là. Il y a des problèmes au Soudan, nous sommes toujours là. Et ça, le ministre des Affaires étrangères a confirmé ça, mais je vous dis, ça c'est une chose naturelle. Ouais. Et les relations, je ne dis pas que c'est une relation entre des frères. Donc, il y a, même si un frère ne se sent pas bien, mais c'est l'autre frère qui est toujours près de lui, est toujours prêt à résoudre ses problèmes, à lui donner le coup de main qu'il a besoin, à lui offrir tout ce qu'il veut. Et juste une fois que le nouveau cabinet a été formé avant-hier, il y a 2 jours, le même jour ou peut-être le lendemain matin, notre ministre était là-bas pour reconfirmer que nous sommes avec vous, nous sommes à côté de vous et les relations ne bougent pas, ne changent pas. Oui. Les relations ne changent pas, quel que soit le système ou le régime politique. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et depuis 60 ans, nous faisons ça et nous allons continuer à faire ça pour toujours. Ça, c'est très, très, très normal. Et je ne peux pas dire attendu, mais je veux dire que ça, c'est la chose normale à faire. Et nous l'avons fait, certainement. Nous sommes des frères. Oui. Permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après cela, on va bien sûr poursuivre notre discussion de ce sujet. Mais justement, nous devons présenter l'appel de la prière du midi, bien sûr, selon l'heure locale du Caire. Donc, chers téléspectateurs, on va essayer durant les 4 prochaines minutes de jeter plus de lumière sur les nouvelles dimensions de relations historiques, fraternelles, amicales entre l'Égypte et le Soudan à travers les analyses de notre invité qui se trouve en ligne de l'antenne internationale, M. Raouf Ghafar. M. Raouf Ghafar, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Oui. Oui, M. Raouf Ghafar, donc on parle actuellement que le Caire œuvre pour un retrait du Soudan de la liste terroriste américaine. L'importance de ce sujet et l'impact de cela sur la situation, que ce soit sécuritaire ou même économique au sein du Soudan. Bon, le régime a changé, c'est-à-dire la raison
pour laquelle le Soudan a été placé sur la liste, je pense que ça a changé. Et nous avons vu les événements dernièrement qui ont eu lieu, c'est-à-dire le système a changé. Ça prend une autre direction, et je pense que, étant donné que la raison pour laquelle on a listé le Soudan sur cette liste n'existe plus. Donc, je pense que les efforts de l'Égypte, ou disons la demande de l'Égypte pour changer cette situation, va être acceptée. Oui. Et j'espère que le Soudan ne sera plus sur cette liste très prochainement. Oui. On parle même que l'Égypte essaye de renforcer le rôle du Khartoum au sein, ou le rôle de Khartoum au sein de l'Afrique et au sein des régions arabes. Certainement. C'est-à-dire, le Caire, Khartoum, c'est la même chose. Et le problème de Khartoum, c'est le problème du Caire. Oui. Le défi de Khartoum, c'est le défi du Caire. Oui. Donc, c'est très normal et très naturel que l'Égypte prend la relève toujours. Oui. Et elle remplace le Soudan dans n'importe quelle institution ou organisation, etc. Elle explique ce que le Soudan veut, c'est-à-dire c'est le même peuple. Oui. Dernière question, bien sûr, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, le conseiller Ahmad Hafez, a dit que les entretiens entre le Premier ministre soudanais et le chef de la diplomatie égyptienne ont également porté sur l'examen des activités des commissions techniques conjointes, sur même l'importance de poursuivre les consultations autour des causes d'intérêt commun avec en tête les négociations relatives au barrage de la Renaissance. Donc, la position africaine, soudanaise à l'égard du barrage de la Renaissance très vite. Oui, oui, ça va changer. Le Soudan, il n'avait pas de souci sur ce sujet, et c'était vraiment très rapidement, étrange. Cette fois-ci, je pense que les points de vue entre le Caire et le Khartoum sont identiques, et je pense qu'une solution sera trouvée à propos de ce sujet. Merci beaucoup pour votre analyse. Et donc, c'était tout pour cette édition. Bon suivi de nos programmes. Merci à vous. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur.